Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h dimanche, écrire l'histoire de l'armée malienne par des Maliens afin de connaître la vraie histoire de notre outil de défense. Comment cette réécriture se fera? Aridou Matinan nous en parlera. Tout mettre en œuvre pour le retour des déplacés internes et externes, rétablir la cohésion sociale, ce sont là quelques grandes lignes données par le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre en charge de la réconciliation à la commission d'intégration et de désarmement. Batraoré nous fera le point. Ce 13h dimanche sera aux couleurs de la culture malienne. Notre collègue Fatoumata Koulibaly, dite FC Auréolé, au Sotigi Awards 2024 de Ouagadougou, par le prix du meilleur acteur ouest-africain et celui du public africain. Nous serons en ligne avec elle depuis la capitale de Burkina Faso. Et puis, c'est parti pour la 14e édition de la Biennale de la photographie de Bamako. Le thème est Kouma ou la parole. Kouma et Photorim, le directeur général de la Maison africaine de la photographie, nous en dira un peu plus. Tidjane Sangaré est notre invité de ce journal. Hors du Mali au Sénégal, plus de 6 millions d'électeurs aux urnes pour la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale du pays. Pendant ce temps, au Gabon, on a voté hier pour la nouvelle loi fondamentale du pays. Le Premier ministre indien Narendra Modi est en visite au Nigeria pour renforcer la coopération entre le Nigeria et l'Inde. En sport, Famourou Djourté sera là en direct pour le développement de toute l'actualité sportive, mais il est déjà avec moi pour les titres de sa page sportive. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ousmane Daou. On parlera de quoi? Dans l'actualité sportive, nous parlerons de la Super Coupe du Mali de football qui opposera cet après-midi le Djoliba AC, champion du Mali, au Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali. Éliminatoire Cannes 2025, la 5e journée a pris fin hier samedi, la 6e de mars dimanche. Et on terminera par le taekwondo avec le premier tournoi AES Russie qui a pris fin hier samedi au Palais des Sports. Salamatou Maïga. Gardez vos positions d'écoute. Famourou Djourté sera là en toute fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Dimanche 17 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h dimanche. Je le disais dans les titres, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, a rencontré la Commission nationale d'intégration et la Commission désarmement de mobilisation réinsertion. Ces deux structures étaient venues prendre des conseils, des orientations au moment où elles lancent leur activité. Le ministre en charge de la réconciliation a insisté sur le travail bien fait et de tout mettre en œuvre pour le retour des déplacés internes et externes. Rencontre suivie par Batraoui. C'est un après-midi chargé pour le ministre en charge de la réconciliation nationale. Le général des corps d'armée Ismaël Ouagé est à l'écoute des acteurs de la réconciliation. La Commission nationale d'intégration et la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ces deux commissions ont reçu, conformément aux recommandations du dialogue intermalien, des orientations et ont été élargies à toutes les tendances, et c'est là pour coller aux réalités du moment. Chacune des commissions comprend un président, un coordinateur général, 45 membres et du personnel d'appui. Le général de division Ibrahim Fane, président de la Commission nationale d'intégration. La nomination des membres provenant de toutes les sensibilités ayant choisi un Mali uni, prospère, dans sa diversité, dans sa forme républicaine et laïque, conforte la Commission nationale d'intégration dans la réalisation de sa vision, de contribuer à bâtir un environnement serein et stable, de réduire les violences, de rétablir la paix, de promouvoir la stabilité, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Général de brigade Fagima Ibrahim Kansai, président de la commission de désarmement, démobilisation et réinsertion. Il nous a paru bon de rappeler ou bien de dire à nos camarades membres que l'espoir de tout un pays repose sur eux, dans la loyauté, dans l'engagement, dans le dévouement pour le bien de nos populations. Aux deux commissions venues le rencontrer avant le démarrage effectif de leurs activités, le général des corps d'armée Ismaël Ouagé a tenu le même message. Ce qui vous est demandé, c'est utiliser votre connaissance, votre influence, votre expérience et tout ce que vous avez comme relation pour faire venir les vrais ex-combattants qui puissent être éligibles à ce processus, soit la réinsertion socio-économique, soit l'intégration, en tout cas une prise en charge. Faire en sorte que nos populations qui sont aujourd'hui en Algérie, au Niger, en Mauritanie, au Burkina, d'autres personnes éparpillées sur le territoire malien
mais pas dans leur localité, puissent retourner chez eux. Au sortir de ces deux rencontres, les membres des commissions ont rassuré le ministre de leur volonté commune quant à l'atteinte des résultats. Voilà, c'était là la rencontre du ministre en charge de la réconciliation, le général du corps d'armée Ismaël Ouagui, avec les deux commissions en charge du désarmement et de l'intégration. Le général du corps d'armée a beaucoup insisté sur le bon retour des déplacés internes et externes. Autre titre de ce 13h dimanche, le comité d'experts mis en place pour rédiger l'histoire militaire de l'armée malienne a tenu sa première réunion. Le projet d'élaborer l'histoire de l'outil de défense du Mali est une volonté du président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, en vue d'édifier l'opinion sur les mérites de la vaillante armée malienne depuis les grands empires jusqu'à la période post-indépendance, ce qui permettra de connaître les vraies réalités de l'armée malienne et en même temps rompre avec une histoire qui n'est pas en phase avec les faits historiques. Le point de cette première réunion, c'est avec Aridou Matina. L'histoire militaire de l'armée malienne est en passe d'être révisée afin de consolider davantage les mérites de notre outil de défense. L'initiative du président de la transition, chef suprême des armées, se matérialise ainsi à travers cette première réunion de la commission de rédaction de l'histoire militaire de l'armée malienne. Général de division Yamoussa Kamara, président du comité de pilotage de la commission de rédaction de l'histoire militaire de l'armée malienne. Le projet d'écriture de l'histoire militaire consiste à faire appel à l'expertise de nos universitaires pour revisiter et mettre en lumière des facettes cachées de l'organisation militaire de nos empires et royaumes jusqu'à la période post-indépendance pour mieux éclairer le sentier qui mènera à la refondation de notre outil de défense. Professeur Doulé Konaté, coordinateur du projet de rédaction de l'histoire militaire de l'armée malienne. Un travail de recherche à faire tant au plan documentaire, ça veut dire au niveau des archives, et un travail d'enquête à traditions orales. Cette première réunion du comité de pilotage a été une occasion pour les éminents experts d'identifier toutes les expertises pouvant leur permettre de produire un document retraçant l'histoire militaire de l'armée malienne dans le cadre de la refondation. Je vous le disais dans les titres, ce 13h dimanche sera également aux couleurs de la culture malienne. Les Sotigi Awards, aussi appelés la nuit des Sotigi, sont des récompenses annuelles des acteurs comédiens de cinéma africains de sa diaspora. Et bien hier soir, à Ouagadougou, le Mali a été auréolé à travers Fatoumata Sissé, dite FC, qui a obtenu 2 prix, celui du meilleur acteur africain et celui du public. Nous en parlerons avec elle en ligne depuis Ouagadougou, mais d'ici là, on va parler justement de la 14e édition de la Biennale de la photographie qui a ouvert ses portes hier à Bamako au Musée national, lancé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Pour nous parler de cet événement, nous sommes en direct avec Tidjani Sangari. Il est le directeur général de la Maison africaine de la photographie. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le thème cette année, c'est Kouma ou la parole. Quel lien entre la photo et la parole? Oui, merci beaucoup. Effectivement, le thème retenu pour cette 14e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, est Kouma, la parole. Alors, Kouma, tout le monde le connaît pratiquement, c'est l'expression humaine, comment se comprendre. Mais la faute et le lien avec la photographie, c'est surtout cette possibilité, parce que la parole, c'est comment transmettre des informations. Et l'importance de la photographie aussi, c'est ce message qui doit être véhiculé. La photo véhicule des messages. Ce n'est pas seulement le contenu qui est couché sur le papier, le visuel, mais c'est le message que la photo transmet à ceux-là qui viennent l'observer. Justement, donc, quel est ce message pour cette 14e édition? Alors, pour cette 14e édition, le message qui est transmis par, je dirais, une trentaine de photographes africains qui ont présenté dans une exposition panafricaine leur vision du monde. Ce message-là, c'est vraiment un message qui permet de transcender vraiment toutes les difficultés que les sociétés sont en train de vivre présentement. Donc, en matière de difficultés, c'est-à-dire tout ce qui est catastrophe naturelle, changement climatique, crise socio-politique, comme vous venez de le dire. Donc, comment on peut trouver des solutions,
comme on appelle, à ces éléments. Par exemple, si je prends l'exemple du Mali, nous sommes dans une phase de refondation qui est quand même fondamentale en termes de changement de comportement, en termes, comme on appelle, de retour à nos valeurs sociétales. Donc, c'est des messages de ce genre que les photographes véhiculent à travers les photographies qui sont présentées, de manière à ce que ces changements-là puissent être opérationnels, de manière à rappeler des valeurs importantes de notre société et faire en sorte qu'on atteigne ces Mali nouveaux que nous sommes en train d'espérer tous les jours. Monsieur le directeur, vous venez de parler d'ancienneté en termes de photographie. Le Mali est quand même un pays de très grands photographes. Est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération arrive à tenir le flambeau des Malik Sidibé, entre autres Mamadou Konaté? Oui, Mamadou Konaté, Malik Sidibé, Sédou Keita, celui de Ségou, Adama Kouyaté, des grands Sakali et tous autres, des grands photographes. Le Mali a vécu. Ce n'est pas pour rien que la capitale de la photographie africaine a été placée au Mali. Est-ce que le flambeau est tenu? Le flambeau est bien tenu. Le flambeau est tenu, mais nous demandons toujours aux jeunes, vraiment, comme on appelle, d'accélérer, on appelle les niveaux de formation, de manière à ce qu'ils puissent atteindre ça. Mais il y a quand même de l'espoir. Il y a plein de jeunes photographes présentement qui sont à des niveaux très acceptables en matière de création photographique. Aujourd'hui, monsieur le directeur, la photographie a beaucoup changé avec les nouvelles technologies. On n'est plus à la couleur noire et blanche. Maintenant, c'est plutôt la couleur, mais il y a aussi le numérique. Comment tenir cette ancienneté? C'est pour cela que j'ai parlé de formation, parce que effectivement la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, si c'est juste pour faire des images, je pense que chacun a la possibilité. Surtout nous qui avons les smartphones. Voilà, chacun a la possibilité de se faire des images. Mais le photographe professionnel doit avoir une dimension de plus. Et cette dimension de plus, c'est de faire en sorte qu'en matière de formation, en matière de créativité, en matière d'inspiration sur, comme on appelle, nos valeurs, donc que le photographe puisse ressortir ses discours de manière à sensibiliser au mieux, comme on appelle, les populations et à aller vers le changement qui est souhaité par tous. Donc oui, monsieur le directeur, le Maroc est pays invité. Quelles sont les attentes? Oui, le Maroc est pays invité, c'est toujours dans la dynamique de ce que j'ai appelé la refondation. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, cet événement, habituellement, nous l'organisions avec un partenaire historique qui était la France. Alors, depuis, avec ces événements, aujourd'hui, les relations sont telles que nous ne pouvons pas beaucoup espérer sur ça. Et c'est pour cela, cette année, nous avons souhaité que ce soit une dimension africaine qui soit mise en avant. Donc c'est dans ce sens-là et dans le sens vraiment d'une véritable coopération africaine que le Mali a choisi le Maroc comme pays invité d'honneur de cette 14e édition. Pays avec lequel on partage une partie de notre histoire également. Absolument. Dernière question, monsieur le directeur, quelles sont les attentes? Qu'attendez-vous de cette 14e édition après une rupture de ces rencontres? Bon, je corrigerai parce qu'il n'y a pas eu de rupture en fait. Il n'y a pas eu de rupture. Nous organisons chaque 2 ans, et nous sommes à la 30 ans cette année depuis 1994 et cette année nous sommes à la 30e année, 14e édition. Donc là, je pense qu'il n'y a vraiment pas eu de rupture. Mais l'attente, c'est surtout, comme on appelle toujours, le renforcement, comme on appelle de cet espoir d'aller vers un Mali nouveau. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce message-là qui va être véhiculé et les photographes maliens l'ont compris de manière à ce qu'ils ont mis en place, comme on appelle, un pavillon Mali dans lequel ils ont présenté des œuvres qui véhiculent cette nouvelle dimension de la refondation du Mali, de manière à ce que le Malien nouveau puisse être véritablement ce que nous souhaitons. En tout cas, ce Mali nouveau brille grâce à la culture et nous allons prendre la direction de Ouagadougou avant. En tout cas, merci M. Tidjani Sangaré d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Maison africaine de la photographie. Merci. Bonne suite d'exposition avec bien sûr notre homme culture maison, Alpha Maïga, qui vous accompagne. Tout à fait. Alors, je
je disais, direction Ouagadougou, puisque la culture malienne brille depuis des années. Elle a encore brillé hier soir dans la capitale du Burkina avec Fatoumata Coulibaly, dite FC, qui a remporté le prix du meilleur acteur ouest-africain et celui du public africain au Sotigi Awards 2024. Une récompense méritée pour sa performance exceptionnelle dans le film Tan, réalisé par Aliouni Frandiaï. Le rôle incarné par Fatoumata Coulibaly dans Tan a captivé les spectateurs par sa profondeur émotionnelle et son authenticité. Son interprétation magistrale a su donner vie au personnage de manière saisissante, touchant les cœurs et captivant l'audience. Ces prix sont une récompense bien méritée de son talent et de son dévouement au cinéma. Fatoumata Coulibaly, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes en direct avec nous depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où vous avez reçu hier soir 2 prix, celui du meilleur acteur et du public. Quels sont vos sentiments après ces 2 prix? Voilà, merci bien. Je suis très contente, très heureuse. Je remercie Dieu le Tout-Puissant, je remercie mes parents, vous, de l'ORTM. C'est l'ORTM qui m'a pétri. Je vous remercie également. Le premier prix, qui est le prix de la meilleure interprétation féminine, meilleure comédienne de l'Afrique de l'Ouest, je le dédie à nos femmes, nos forces armées, qui se battent nuit et jour pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Si vous voyez que vous, à la radio, à la télé, nous, comédiens, nous jouons dans les hameaux de culture, dans les maisons à Bamako, c'est parce qu'on sait qu'on est bien gardé. Donc je l'ai dédié à eux. Et le second, je l'ai dédié également à toute la jeunesse malienne. À toute la jeunesse malienne qui se bat pour avoir du boulot. Mais moi j'aurais aimé, je leur propose surtout de faire des créations. Création, créer. Un créateur est un donneur de vie, c'est moi qui le dis, un donneur de vie. La femme donne la vie, nous créateurs aussi, nous donnons la vie. Parce que nous animons les gens qui souffrent, qui sont dans leur maison là-bas, qui souffrent. Quand ils regardent les films, ça leur distrait. Il y a des films aussi, ça leur fait penser au passé également. Il y a des films aussi qu'on prévoit pour l'avenir. Donc, il faut créer. Et aux autorités, je lance un appel pressant aux autorités de penser à nos cultures. Mais pas seulement la culture, nos cultures. Parce que nous sommes différents de différentes ethnies, mais il y a plusieurs cultures chez nous. Donc, multidimensionnelles. Donc, je leur prie de s'occuper de nous, avoir un peu de regard sur nos cultures afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Justement, Fatoumata Coulibaly, ce regard, aujourd'hui, vous avez une quarantaine d'années de pratique dans le cinéma derrière vous. Comment se porte le cinéma malien et africain aujourd'hui? Bon, je dirais d'abord le cinéma malien se porte pas mal. Parce qu'il y a plus de 10 ans, à l'arrivée du numérique, les jeunes se sont lancés dedans. Beaucoup de jeunes, je les supporte et je les encourage. Et je fais partie de certains formateurs également. Donc, quand ils se sont lancés dedans, ça a donné de l'engouement. Tout le monde peut faire des films. Tout le monde. Donc, avec tout le matériel maintenant. Avant, c'était les 33 mm et autres. Mais maintenant, ça a allégé. Et les prix sont bas maintenant par rapport à avant. Donc, je vois le cinéma malien comme émergent avec cette jeunesse qui ont le vent en poupe, qui aiment. Je les vois se battre. Je joue même dans leurs films. Donc, quand on donne un coup de pouce à ces jeunes Maliens, ils vont aller de l'avant. Et le Mali brillera partout dans ce monde. Et comme vous avez brillé à Ouagadougou au Sotigi Awards 2024, encore une fois, félicitations pour ces 2 prix. Merci beaucoup. Et bon retour parmi nous et on vous promet de vous accompagner tout au long de votre carrière. Comme vous l'avez dit, l'ORTM, c'est aussi votre maison. Merci. Alors, c'était là en direct depuis Ouagadougou, Fatoumata Coulibaly, dite FC, qui a remporté le prix du meilleur acteur ouest-africain, celui du public africain au Sotigi Awards 2024. Une récompense pour sa performance exceptionnelle dans le film Tani, réalisé par Aliouni Frandiaï. Le rôle incarné par Fatoumata Coulibaly dans Tani a captivé les spectateurs par sa profondeur émotionnelle, son authenticité, son interprétation magistrale a su donner vie au personnage de manière saisissante, touchant les cœurs et captivant l'audience. Ces prix sont une récompense méritée de son talent
et de son dévouement au cinéma. On est à Ouagadougou, on reste à l'extérieur du pays où on va accueillir Mohamed Sangari qui va nous parler du Sénégal où plus de 7 millions de Sénégalais sont aux urnes depuis ce matin pour des élections législatives anticipées après la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre dernier par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. 165 sièges de députés sont en jeu. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. Beaucoup d'enjeux pour ces législatives anticipées. Oui, tout à fait. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars, et son premier ministre Ousmane Sonko doivent obtenir une majorité qualifiée des 3/5 pour mettre en œuvre leur programme qui comprend plusieurs réformes constitutionnelles telles que la création d'un poste de vice-président, la réforme judiciaire et la suppression d'institutions jugées coûteuses. Ce scrutin est un premier test électoral pour le parti au pouvoir, le PASTEF. Après 7 mois de gouvernance, ce parti parviendra-t-il, Ousmane Dao, à maintenir son score de 54% obtenu lors de la présidentielle? En tout cas, l'opposition anticipe une réduction de sa base électorale, bien que le PASTEF ait récemment gagné le soutien de plusieurs maires des départements proches de l'ancien régime, notamment à Podor et Matam. L'opposition reste optimiste quant à sa capacité à conserver la majorité, surtout avec le retour de l'ancien président Macky Sall, qui reprend la tête de son parti après avoir annoncé son retrait de la politique. Son ancien dauphin Amadou Ba ainsi que l'ex-maire de Dakar Barthélémy Dia ont également lancé des listes alternatives. Dans des départements comme Dakar, des alliances ont été formées entre les forces d'opposition pour maximiser leurs chances d'obtenir des sièges, notamment dans la diaspora, et à Bambaye, représentant 17 sièges au Parlement. Des intercoalitions émergent également entre le mouvement de Macky Sall et celui de l'ancien maire de Dakar, dans le but d'encourager les électeurs à voter pour le parti d'opposition le mieux placé. Les bureaux de vote ont ouvert progressivement ce matin vers 8h GMT et refermeront vers 18h. Des projections fiables concernant la nouvelle assemblée pourraient être annoncées dès lundi selon les médias. Environ, vous l'avez dit, environ 7,3 millions d'électeurs sont appelés à élire 165 députés pour un mandat de 5 ans. Pour assurer le bon déroulement des élections, 1100 observateurs de la société civile sont déployés pour surveiller les bureaux de vote et signaler tout dysfonctionnement. L'élection est suivie de près avec la présence d'observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'ONU sur le terrain. Ousmane Dao. Mohamed Sangari, je vous remercie sur ce point des législatives anticipées au Sénégal. On va suivre le reste avec vous dans nos prochaines éditions, bien entendu, d'une élection à une autre, et direction l'Afrique centrale, précisément le Gabon, où les Gabonais ont voté hier pour la nouvelle loi fondamentale du pays. Pour en parler, nous recevons en direct dans ce journal Lansine Keita. Lansine, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. Les Gabonais, après le vote, sont maintenant à l'attente des résultats. Un premier test électoral majeur pour la transition gabonaise. Ce référendum s'est déroulé sans incendie majeur selon le réseau citoyen ROC qui a déployé des 150 observateurs dans 96 des quelques 3000 bureaux recensés dans le pays, en plus des observateurs internationaux de l'Union africaine. Il s'agit du tout premier scrutin organisé par le ministre gabonais de l'Intérieur, puisqu'autrefois c'est une commission indépendante composée de membres de la majorité et de l'opposition qui s'en chargeait. Un engouement et une mobilisation autour de ce scrutin qui a atteint 70% des taux de participation selon des tendances diffusées par la télévision gabonaise. Les bureaux de vote ont fermé à 18h, une journée qui s'est déroulée sans incident majeur. Le dépouillement s'est effectué à la lumière des téléphones portables dans plusieurs bureaux de vote en présence de nombreux électeurs accrochés aux fenêtres pour veiller au grain car selon eux c'est une journée historique et un acte démocratique. Pour l'instant, les Gabonais sont dans l'attente des résultats dont la date de publication reste inconnue. Il faut signaler que 850 000 électeurs étaient inscrits pour ce référendum. Ousmane Dao.
Merci Lansine Keita. Toujours dans l'actualité hors du Mali, le Premier ministre indien Narendra Modi est depuis hier à Abuja au Nigeria. De cette première visite d'un chef du gouvernement indien au Nigeria depuis 17 ans, les deux vont donner un nouvel élan dans leurs relations bilatérales. Les industries indiennes sont très présentes au Nigeria, notamment dans le secteur du textile, des télécoms, la pêche, la construction, l'énergie ou l'immobilier, et elles contrôlent aussi 70% du marché pharmaceutique du pays avec un investissement de plus de 30 milliards de dollars. En République démocratique du Congo, notamment à Lumumbashi, pour inaugurer une usine de production de zinc, le président Félix Tshisekedi est revenu sur la question de la révision constitutionnelle lors d'un meeting qu'il a organisé. Félix Tshisekedi a clarifié les propos qu'il avait tenus le mois dernier à Kisangani en déclarant que cette révision est indispensable pour la stabilité du pays. Guerre Israël, Hamas, Liban, Iran. Le porte-parole de la défense civile du Hamas, Mahmoud Bassal, a annoncé ce matin la mort de 20 personnes et des dizaines de blessés suite aux nouvelles frappes israéliennes. Et au Liban, c'est à peu près le même scénario avec la nouvelle frappe aérienne qui a visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth. Suite à cette attaque, l'armée israélienne a confirmé avoir évacué 3 secteurs où se trouvent des installations du Hezbollah. Et puis enfin, ce dimanche, le super typhon Mani, également nommé Pepito, a balayé les Philippines, laissant dans son sillage arbre déraciné, lignes électriques couchées et toitures de tôles arrachées. Dans un archipel en proie à sa 6e tempête majeure en seulement un mois, Mani soufflait avec des vents mesurés à 185 km à l'heure après avoir touché terre dans la province orientale de Katoudouane. Et Famuru Djorte, sans typhon, sera là dans un instant. Après les titres, nous vous retrouvons pour le développement de l'actualité sportive. Famuru Djorte, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. L'actualité au plan national, elle est footballistique, bien entendu, et c'est la Super Coupe qui marque le début de la saison entre les deux mastodontes de notre football, le Djoliba et le Stade Malien de Bamako. On ne peut pas faire mieux. Oui, le Djoliba, c'est champion du Mali, sera face au Stade Malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, ce dimanche 17 novembre au Stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Les deux cadors du football malien rêvent de remporter leur premier trophée de la saison avant le démarrage du premier championnat national de Ligue 1 professionnel. Le dernier match officiel entre Djolibis et Stadis remonte au 28 avril dernier en demi-finale de la Coupe du Mali et les Blancs de Bamako s'étaient imposés par 2-1 avant de remporter le trophée devant Afrique Football Elite battu 4-0 en finale. Les deux équipes réalisent un bon début de saison. Le Djoliba AC a pu accéder à la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, une première pour un club malien depuis la création de la nouvelle formule en 1997, alors que le Stade malien s'est qualifié pour la phase de poule de la Coupe CAF pour la 6e fois de son histoire. Lors du mini-tournoi organisé par la Fédération malienne de football afin de mettre en jambe les deux équipes avant le début de la phase de groupe des compétitions interclubs de la CAF, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako ont enregistré chacun une victoire et un match nul. Et sur le papier, cet après-midi, ce sera du 50-50. La rencontre sera également à suivre en direct sur la radio nationale du Mali et son réseau synchronisé à partir de 16h. Et le rendez-vous, c'est au stade Mamadou Konaté à Tomikoro-Boukou. D'ici là, la Guinée est à la CAN grâce au meilleur joueur africain du moment, Serhou Guirassy, sur le fil qui envoie son pays à la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, pas encore totalement. Serhou Guirassy a délivré quand même son équipe en inscrivant le but de la victoire à la 90e minute plus 2. Et ce succès permet à la Guinée de s'imposer 1-0 et espérer toujours se qualifier. Avec cette victoire, la Guinée reste à la 2e place du classement avec 9 points. Derrière la République démocratique du Congo, 12 points et est déjà qualifiée. La Tanzanie de son côté est allée battre l'Éthiopie 2-0. Les Taifa Stars comptent 7 points à 2 longueurs du Sili national. Tanzaniens et Guinéens disputeront le deuxième billet qualificatif du groupe H lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Et cette dernière journée, elle démarre ce dimanche. Oui, ça commence par les deux derniers matchs du groupe E. L'Algérie reçoit le Libéria à 16h. Au même moment, le Togo accueille la Guinée équatoriale. L'Algérie et la Guinée équatoriale ont déjà empoché les 2 tickets qualificatifs de ce groupe pour la CAN.
À l'issue donc de la 5e journée, 19 pays sur 24 ont empoché leur billet pour la plus grande messe du football continental en 2025 au Maroc. Quant aux Aigles du Mali, après avoir obtenu leur qualification vendredi à Maputo au Mozambique, ils rentrent à Bamako ce dimanche vers 14h, c'est-à-dire tout à l'heure. Pour sa dernière journée, le Mali joue contre l'Eswatini mardi 19 novembre au stade du 26 mars ici à Bamako. Et pour ces éliminatoires, on n'a pas sorti les calculatrices. On va parler d'une discipline dans laquelle le Mali est quand même double champion du monde. C'est la seule discipline dans laquelle le Mali est double champion du monde, justement avec Daba Modibo Keïta. Vous comprenez qu'on va parler de taekwondo. Les pays de la Confédération de l'AIS et la Fédération de Russie se sont mesurés à Bamako ce week-end. Oui, cette première édition s'inscrit dans le cadre des Jeux de l'AIS et marque ainsi le début d'une grande collaboration entre la Fédération de Russie et les pays de l'AIS sur le plan sportif. La première édition du championnat senior de taekwondo entre les États de l'AIS et leurs partenaires stratégiques, la Fédération de Russie, était placée sous le haut parrainage du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Et selon le président de la Fédération malienne de taekwondo, Maître Aliou Badra Traoré, la compétition vise à renforcer la coopération entre les pays de l'AES tout en offrant aux athlètes maliens une opportunité de se mesurer et de s'améliorer. Son homologue nigérien a quant à lui rappelé que le taekwondo est avant tout une école de vie, des valeurs que l'Union russe de taekwondo souhaite également promouvoir, appelant à la pérennisation de cet événement au profit des peuples sahéliens et de la discipline. Un autre moment clé a été la signature d'un mémorandum entre les trois pays membres de l'AES et la Russie, un document qui scelle un partenariat stratégique autour du taekwondo. Concernant la compétition proprement dite, elle a concerné la catégorie olympique en messieurs aussi bien que chez les dames. Au finish, la Russie a fini avec plus de médailles. Bravo à la Fédération de la Russie, mais également à la Fédération malienne de taekwondo pour avoir initié cette nouvelle compétition en vue de permettre à nos athlètes et à ceux du Niger et du Burkina Faso de continuer de briller pour le bonheur de la Confédération de l'AES. Dans un instant, Focus Santé. Focus Santé. Nous abordons aujourd'hui la célébration de Novembre Bleu. Ça ne vous dit rien, mais il y a 20 ans, ce mois a été dédié à la santé masculine après Octobre Rose pour la lutte contre le cancer. C'est pourquoi il est célébré à travers le monde pour parler justement de l'infertilité masculine et d'autres cancers touchant les parties génitales masculines. Plus de détails, c'est avec Pumba Sissi. Comme Octobre Rose est dédié à la lutte contre le cancer du col de l'utérus et celui du sein, Novembre Bleu est aussi institué pour promouvoir la santé masculine. Célébré à travers le monde, ce mois est méconnu par la population malienne. Idrissa Sissoko, urologue. Novembre Bleu, l'historique de ce mois remonte à un peu moins de 20 ans par un groupe d'amis australiens qui ont essayé de voir, ils ont vu qu'en fait, Octobre Rose est manifesté à travers le monde. On voit que les femmes donnent beaucoup plus d'importance à leur santé. Donc, ils se sont rassemblés, ils ont vu, est-ce que la santé masculine n'est pas oubliée? C'est ainsi qu'il y a une fondation qui a été créée qu'on appelle le November Blue Foundation, donc qui a été créée en 2003 en Australie. Cette année, les urologues du Mali se sont mobilisés pour mettre en lumière les objectifs de ce mois. Idrissa Sissoko. Depuis quelques années, on essaie d'organiser quelques enseignements théoriques à destination des médecins généralistes, à destination d'autres urologues, donc pour les sensibiliser à faire dépister leurs patients. Bon, cette année, l'objectif n'est pas seulement destiné aux médecins, mais il faut que la population sache qu'il y a une santé qu'on appelle la santé masculine. Et cette santé masculine, il y a déjà le cancer de la prostate. En dehors des cancers, il y a d'autres maladies qui peuvent toucher l'homme, notamment la dysfonction érectile. Plusieurs hommes souffrent en silence des cancers qui touchent les organes génitaux masculins ou de l'infertilité masculine. Et la plupart de ces patients se présentent avec le stade avancé de la maladie. Idrissa Sissoko, urologue. Le cancer de la prostate est diagnostiqué le plus souvent très tardivement au stade de métastase.
alors que c'est un cancer qui est traitable et qu'on peut le prendre en charge totalement au Mali. En dehors de la prostate, il y a d'autres cancers qui existent chez l'homme, qui sont détectables et qui peuvent être pris en charge précocement. Tout homme au-delà de 40 ans doit se faire dépister contre les différents cancers masculins, à commencer par celui de la prostate, car le taux de ces derniers est le plus élevé. Idrissa Sissoko, urologue. Le cancer de la prostate est une maladie sournoise parce que c'est un cancer qui peut évoluer à très bas bruit pendant plus de 5 à 10 ans sans que la personne n'ait aucun symptôme, et la maladie est découverte généralement à un stade de métastase. Ça trouve qu'on a un stade où les os sont déjà atteints, où il y a une atteinte pulmonaire ou une atteinte hépatique. Le dépistage du cancer de la prostate, c'est tous les hommes à partir de 45 ans. Alors le dépistage déjà, c'est double volet. Le premier volet, c'est le volet de la consultation. Donc la consultation se fait généralement chez un urologue. Ça peut se faire même chez le médecin généraliste. Un toucher rectal suspect fait penser à un cancer de la prostate. Il y a le volet biologique. Si on a un ou deux de ces éléments, ça nous oriente vers le dépistage proprement dit, c'est de faire la biopsie de la prostate. C'est seulement la biopsie qui peut confirmer ou infirmer la présence d'un cancer de la prostate. À travers ce novembre bleu, les urologues du Mali se focalisent sur la sensibilisation et le dépistage des maladies génitales masculines afin d'éviter les formes graves. Selon eux, cette lutte ne sera pas possible sans l'engagement des personnes concernées. Voilà, place à présent à Novembre bleu après Octobre rose, toujours d'un mois dédié à la lutte contre le cancer qui devient un véritable problème de santé publique. À 13h passé les 35 minutes à Dramane et région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Ndaou, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Amadisso, réalisation Bemba Sibi, Lansine Keita, que vous retrouverez juste après moi pour la rétrospective de l'actualité de la semaine appelée Rétro 7. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Je vous retrouve demain, lundi 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bon après-midi à toutes et à tous et excellente semaine.